C'est bon? Ouais. Ok, très bien. Donc, merci beaucoup. Bon, je suis désolée pour faire la présentation en français. Et donc, je me présente tout d'abord. Je m'appelle Myriam Buitrago. Je travaille au service forêt, alimentation et bioéconomie de l'ADEME. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite présentation. Donc, du coup, ça va être assez court. Et pour montrer un peu l'utilisation des ACV à l'ADEME, donc à travers d'un exemple sur les bioénergies. Et donc, on va commencer par une présentation simple de l'utilisation des ACV à l'ADEME et pour après montrer des atouts, des limites des ACV et l'exemple de bioénergie et les soutiens de l'ADEME à la recherche pour améliorer tout ça. Et donc, pour commencer, désolé, parce qu'en plus, je ne vois pas tout mon écran. Oh là là. Ouais, comme ça. Et donc, l'utilisation des ACV à l'ADEME. Et donc, tout d'abord, il faut parler des bases de données d'impact. Et donc, les ACV, ils alimentent des bases de données d'informations environnementales des produits et des filières. Donc, l'ADEME, il gère différentes bases de données et donc, parmi d'autres, la base carbone, la base impact, la base de données des matériaux de construction INIES et Agribalis pour les produits agricoles et alimentaires. Et donc, ce sont les résultats de ces ACV voilà, qui vont venir alimenter ces bases de données. Et après, les ACV à l'ADEME sont bien évidemment utilisés pour l'éco-concession des produits filières. Lorsqu'on va faire un ACV, c'est pour bien identifier voilà, quels sont les leviers d'action pour améliorer l'éco-concession de cette filière. Et donc, un exemple peut être aussi les programmes Gringo pour les produits alimentaires. Et donc, lorsqu'on fait des ACV, il y a toujours aussi cette idée d'aider à la décision pour les politiques publiques. Donc, quelle est la plus-value environnementale d'une solution par rapport à une solution de référence? Donc, normalement, cette question se pose pour le développement des nouvelles filières. Et donc, quelle est la plus-value des biocarburants durables, ou du bioénergie, ou des produits biosourcés éco-conçus, ou d'autres ENR? Et donc, les résultats de ces études, de ces évaluations, ils vont venir appuyer les politiques publiques pour développer, pour appuyer le développement d'une filière par rapport à l'autre. Et donc, quels sont les statuts et les limites des ACV dans ces contextes? Et donc, le principal atout qui est très, très important, c'est que la méthodologie ACV est reconnue par la communauté scientifique et normée à niveau international. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'alimentation de ces bases de données, ce sont des bases de données qui peuvent être faites à niveau international. Et c'est une méthodologie qui est normée. Donc, c'est un point qui est très, très important pour nous. Et après, c'est une méthodologie multicritère, comme il vient d'être mentionné, le carbone, il est très important, donc il y a toujours bien évidemment un indicateur changement climatique, mais lorsqu'on fait une évaluation environnementale, il n'y a pas que les changements climatiques, il faut bien prendre en compte l'ensemble des impacts environnementaux. Donc, à niveau européen, il y a bien 16 indicateurs d'impact à intégrer dans les ACV. Et bien évidemment, les atouts des ACV, c'est que c'est une méthodologie d'évaluation multi-étapes. Donc, on va regarder dès l'étape production du produit utilisé dans la filière à la fin de vie. Donc, ça va nous permettre voilà, d'évaluer tout l'ensemble de la filière. Et donc, par contre, les ACV actuellement, ils sont également des limites. Donc, pour parler de quelques limites, donc on peut dire que certains impacts environnementaux sont encore mal pris en compte aujourd'hui en ACV. Dans tout ce qui concerne souvent les impacts sur les écosystèmes, donc la biodiversité et les variations de carbone dans les écosystèmes liées à modification des systèmes de gestion
Et les impacts, et on peut également parler des impacts des produits phytosanitaires et des métaux sur la santé et la toxicité humaine, aussi notamment voilà, pour tout ce qui concerne le développement de la biomasse énergie, la combustion de biomasse. Et donc, dans les limites et dans les difficultés, il y a toujours aussi cette difficulté entre les ACV attributionnels et conséquentiels. Et souvent, pour aider à la décision, il faut être toujours un peu conséquentiel, qu'ils vont être les conséquences d'un changement d'échelle de l'utilisation d'une filière. Donc, on serait plus en ACV conséquentiel. Donc, pour pouvoir évaluer ces impacts, il faut bien prendre en compte des market-related effects. Donc, on peut parler des effets rebonds, des changements de usage de la biomasse, des changements de pratiques agricoles, sylvicoles, d'utilisation des sols. Ça veut dire que lorsqu'on va développer une nouvelle filière de façon massive, on va générer beaucoup d'impacts qu'il faut évaluer, parce que ce n'est pas la même chose les faire à petite échelle que les faire à grande échelle. Et donc, également, on peut parler du manque des indicateurs sociaux, donc quel est le bien-être humain, animal, lorsqu'on parle des produits, et des produits agricoles et alimentaires, et la qualité de l'emploi, etc. Il y a aussi ces aspects qui ont été mentionnés déjà aussi aujourd'hui. Et donc, et un petit exemple sur les ACV Bois Énergie. Et actuellement, l'ADEME réalise une étude ACV pour le secteur bois énergie collective industrielle pour la production de chaleur et qui nous permet d'identifier les postes les plus contributeurs à l'impact environnemental, ce qui donne des pistes d'amélioration d'éco-conception. Donc, lorsqu'on va réaliser une étude ACV, il y a toujours cette idée d'éco-conception, de réduction des impacts. Donc, tout d'abord, regarder où il y a des impacts et pouvoir donner des pistes pour réduire ces impacts. Et donc, cet ACV il nous permet de promouvoir des chaînes de transformation, des usages et des fins de vie de la biomasse les plus performantes. Donc, promouvoir la limitation des transports, une préparation du combustible adéquate, les autres rendements énergétiques, la valorisation des centres lorsque c'est possible. Et donc, également, comme vous savez, voilà, tout ce qui concerne l'utilisation des biomasses à la production de chaleur, il faut bien faire attention à la qualité de l'air. Donc, le fait de réaliser ces études, il nous permet de promouvoir des mesures et des systèmes permettant de limiter aussi ces impacts sur la qualité de l'air, en promouvant voilà, le respect des réglementations concernant les émissions de pollution atmosphérique, des systèmes de filtration, éco-concession des foyers de combustion, qualité de l'exploitation des systèmes, etc. Et donc, mais il faut peut-être mentionner voilà, qu'actuellement, le développement massif du bois énergie est soumis à différentes critiques. Et donc, pour mentionner des critiques, il y a une note des 500 scientifiques qui mentionnait voilà, que recourir massivement à la biomasse peut porter atteinte aux objectifs climatiques et à la biodiversité. Et il y a également des tribunes voilà, sur ce qui concerne la qualité de l'air et l'impact sur la santé humaine. Et donc, quel est le lien entre ces critiques et les limites de la méthodologie historiquement utilisée en ACV pour les usages de biomasse énergie? Et toujours, on est sur la biomasse énergie, voilà, je ne parle pas des ACV à grande échelle ou des autres énergies. Et donc, il y a cette hypothèse de neutralité carbone des émissions de combustion du bois qui a été historiquement utilisée dans les ACV. Et donc, lorsqu'on utilise cette hypothèse de neutralité carbone des émissions, les facteurs d'émission sont environ 10 fois plus faibles pour la filière bois énergie que pour la filière gaz pour la production de chaleur. Donc, on voit que
pourquoi, dans ce cas-là, il y a 500 scientifiques qui nous disent qu'il faut faire attention à l'atteinte des objectifs climatiques. Donc, c'est bien évidemment, cette hypothèse de neutralité carbone des émissions de combustion de bois a été très questionnée. Et donc, dans la diapo suivante, je vais vous montrer une petite réflexion que nous conduisons à cet stade. Et donc, ces résultats, voilà, je pense qu'on a déjà mentionné. Et tout ce qui concerne les effets sur le marché d'un développement massif, voilà, il faut pouvoir les évaluer, voir quelles pratiques sylvicoles ou quelles pratiques sur les forêts ils vont se développer. Et de quelle façon aussi un développement massif d'une filière il va avoir un impact sur les autres filières. Et donc, dans notre cas, un développement massif de la biomasse énergie, est-ce qu'il va avoir un impact positif ou négatif sur l'autre usage matière du bois et sur les bois industrie, les papiers, les panneaux ou sur les bois construction? Et donc, sur l'occupation du sol, est-ce qu'ils vont se faire plus ou moins de forêts? Est-ce qu'il va y avoir une augmentation de la surface forestière ou pas? Et sur les filières fossiles, ça veut dire, est-ce que vraiment l'effet de développer plus du biomasse énergie va faire que je vais réduire d'autant la consommation des énergies fossiles? Et sur les autres énergies, est-ce que développer plus de biomasse, il va répercuter aussi au développer moins des autres énergies ou non, ou au contraire, et on va développer tous ensemble. Et donc, il n'y a pas bien d'opposition entre les deux. Et donc, sur la biodiversité et la qualité du sol, c'est vrai qu'actuellement, les ACV traditionnellement utilisés et historiquement utilisés, ils n'intègrent pas vraiment les impacts de la sylviculture sur la biodiversité, sur la qualité des sols. Il y a un manque voilà, des indicateurs sur ces questions-là. Et donc après, il y a aussi un débat autour de la toxicité et les méthodologies utilisées pour la toxicité humaine. Et donc, qui ont fait objet de développement de nouveaux développements, mais bon, ils ne sont pas encore aujourd'hui mis en œuvre dans les ACV. Et donc, sur ces carbones biogéniques et la neutralité carbone, et donc peut-être tout d'abord mentionner que cette remise en question de cette hypothèse est notamment due à qu'un développement massif d'une filière biomasse, il puisse conduire à une modification des pratiques sylvicoles dans les forêts existantes. Ça veut dire qu'il va avoir besoin de plus de biomasse. Donc, pour produire ces biomasses, et on va changer la gestion des forêts. Et donc, ces changements de gestion des forêts, il y aura un impact sur les stocks et les puits carbone que les forêts ils représentent aujourd'hui. Et donc, cette étude intègre quelques études de cas qui montrent que c'est un facteur très significatif à prendre en compte et que l'horizon temporel pris en compte est important. Donc, ça, c'était déjà mentionné ce matin. Mais, lors de la réalisation de cette étude, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Donc, on avait dit que l'avantage de la méthodologie ACV, c'était que c'était une méthodologie normalisée. Mais par contre, sur le carbone biogénique, il y a au moins quand même des méthodologies normalisées pour sa prise en compte. Donc, quelle est l'échelle temporelle à prendre en compte? Quelle est l'échelle temporelle? Quel est le choix de scénario de référence? Comment on fait les allocations entre les usages du bois? Et donc, aujourd'hui, voilà, il y a des choses à faire à niveau de la normalisation. Mais lorsqu'on intègre, on voudrait intégrer les forêts, on est confronté à une infinité de cas de types.
Et donc, en diversité des sylvicultures, des essences, des conditions pédoclimatiques, on dit en France, mais si on regarde à niveau international, c'est encore pire. Et une diversité, bien évidemment, de ces scénarios de référence. Et il y a un manque de données actuelles et quelles évolutions possibles et probables des pratiques sylvicoles, qu'est-ce qui va vraiment conduire si on développe de façon plus forte les usages de la biomasse, qu'est-ce que ça va conduire en termes de sylviculture. Voilà, on ne sait pas exactement. Et après, il y a un manque de modèles et sur la libre évolution. Donc, quels seront les stocks de carbone en forêt si on les avait laissés en libre évolution par rapport à un scénario de référence, par rapport à un scénario projet où on va les mettre plus en gestion. Et donc, il y a une autre source d'incertitude forte, c'est l'impact du changement climatique sur les forêts. Et cet impact du changement climatique sur les forêts, il faudrait le prendre en compte dans les scénarios référence et dans les scénarios projet. Parce que tous les deux, ils seront soumis à ces impacts du changement climatique sur les forêts. Donc, voilà, comme nous, on conduit aujourd'hui des études, mais on voit voilà, que les visions en termes de recherche est encore vraiment très, très important sur ces questions pour bien pouvoir orienter les politiques publiques et accompagner le développement d'une bioéconomie durable. Et l'ADEME, il accompagne la recherche. Et donc, pour citer deux modalités, il y a l'appel à candidature des thèses qui est tous les ans et des appels à projets de recherche. Donc, un exemple, pour ce qui concerne les usages de la biomasse, c'est l'appel à projet graines, dont une édition est prévue pour octobre 2021. Et donc, qui vise ce développement d'une bioéconomie durable, donc avec différents axes. Voilà, il y a tout ce qui concerne les coefficients et les systèmes et coefficients de production, transformation et valorisation des biomasses, mais il y a un axe 2 qui est spécifique sur l'évaluation de la durabilité et l'articulation des productions et des usages de la biomasse. Et un axe 3 qui vise plus à tout ce qui concerne accompagnement au changement et instruments des politiques publiques. Et donc, quels seront ces questionnements sur les ACV pour la filière bois? Quelles sont un peu les gros difficultés qu'on voit aujourd'hui? Et donc, c'est tout ce qui concerne la prise en compte, comme j'ai déjà mentionné, de l'amont forestière dans les ACV. Et donc, est-ce que c'est un bon outil pour intégrer la gestion sylvicole dans l'éco-concession des filières? Est-ce que quand on parle voilà, d'une filière biomasse éco-conçue, il intègre la gestion sylvicole? Et quelle gestion sylvicole il serait optimale pour les forêts? Et est-ce que c'est le bon outil pour orienter les gestionnaires forestiers vers des bonnes pratiques? Ou sinon, comment l'articuler avec d'autres démarches de durabilité de gestion des forêts. Et donc, il faut et approfondir sur la qualité et l'utilisation des indicateurs liés à la qualité de l'air, et notamment sur ces questions de toxicité et également l'évaluation des impacts de la valorisation des cendres sur la qualité des sols. Et donc, tout ce qui concernerait également les couplages avec modèle économique, que c'est notamment ce qui est un peu l'objectif aussi de ce séminaire. Et donc, pour moi, la dernière question que je voulais vous faire partie, c'est comment intégrer ces réflexions conséquentielles et l'évaluation d'impact sur la qualité des écosystèmes dans des bases de données d'information environnementale des produits, qui sont souvent utilisées pour l'aide à la décision.
Ma présentation a commencé en vous montrant l'ensemble des bases de données publiques des impacts environnementaux des produits et de quelle façon on peut intégrer ces réflexions conséquentielles ou les impacts sur la biodiversité, etc., tout ça, et dans ces bases de données. Et donc, j'ai fini ici ma présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Excellent, merci beaucoup.